Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition des Midis de la LJB. Je suis très heureux de vous accueillir pour déjà le troisième événement de cette année, un événement aujourd'hui très intéressant sur un sujet de prospection, à savoir l'arbitrage dans les secteurs bancaires et financiers ici à Luxembourg. Avant de passer la parole à mon collègue Alexandre Canto du conseil d'administration qui vous présentera plus en détail le sujet ainsi que l'oratrice du jour, je tenais à remercier le centre d'arbitrage de la Chambre de commerce de Luxembourg qui nous accueille dans ses locaux aujourd'hui et met à sa disposition son dispositif technique. Je vous souhaite à tous en tout cas une excellente conférence et je laisse donc la parole à mon collègue du conseil, Alexandre. Merci Nicolas. On est très heureux d'organiser cet événement au propos de l'arbitrage, qui est un sujet vraiment d'actualité que moi-même je vois de plus en plus, notamment après le Brexit, dont mes activités sont notre campagne d'investissement. Et je suis particulièrement heureux de faire cela sous forme de dialogue avec Nicolina Bordian, du Centre d'arbitrage du Luxembourg. Alors Nicolina est une spécialiste de l'arbitrage qui a travaillé essentiellement au Luxembourg, tant dans des activités de conseil dans différents cabinets d'avocats prestigieux que dans le cadre d'activités plus académiques, toujours en lien avec l'arbitrage à l'Université du Luxembourg. Et elle travaille aujourd'hui au Centre d'arbitrage du Luxembourg, au sein du secrétariat. Donc voilà, sans transition, on va commencer et je vais poser une question très simple. Qu'est-ce que l'arbitrage? Nicolina, on vous écoute. Tout d'abord, merci à la LJB ainsi qu'au conseil d'administration de m'avoir suggéré de faire et de m'avoir invité pour vous faire présenter ce sujet. C'est un honneur pour moi. Oui, c'est une excellente question. Qu'est-ce que c'est que l'arbitrage? Donc, tout simplement, c'est un mode alternatif de gestion de litige. Et quand on dit mode alternatif de gestion de litige, alternatif par rapport à quoi? Alternatif par rapport aux juridictions nationales, au juge national. Et donc, pour ce mode alternatif de litige, il faut soumettre le litige par une convention entre les parties à l'arbitrage d'un ou plusieurs arbitres qui rendent à la fin une décision contraignante, c'est-à-dire une sentence. Donc, même s'il est alternatif aux juridictions nationales, c'est quand même un règlement juridictionnel des litiges. Donc, le processus ressemble à ce qui se passe devant les juges. Il y a une décision contraignante qui circule à la suite et qui est exécutable et qui ressemble du coup qu'à force d'un jugement. Mais il a ses avantages, donc on pourra en parler un tout petit peu plus tard. Il y a des raisons pour lesquelles on pourrait vouloir recourir à l'arbitrage plutôt qu'à un autre processus. Et bien évidemment, on peut recourir à un arbitrage institutionnel, comme ici à la Chambre de commerce. Nous, on a un centre d'arbitrage avec notre propre règlement qui fournit des règles très précises et très inspirées d'ailleurs du règlement de la Chambre de commerce internationale sur la tenue de la procédure. Mais on peut aussi tenir un arbitrage ad hoc. Mais dans ce cas de figure, le processus est un peu plus complexe, c'est-à-dire que ce sont les parties qui doivent se mettre d'accord sur toutes les étapes de la procédure. Donc, combien d'arbitres, quels seraient les délais pour soumettre les mémoires, dans quel délai est-ce qu'on va rendre la sentence? Au Luxembourg, c'est 6 mois. La loi dispose qu'il faut rendre la sentence dans un délai de 6 mois, mais après, c'est variable, ça peut être négocié. Et donc, ça implique une gestion beaucoup plus lourde du processus. Donc, l'arbitrage institutionnel, je prêche pour ma crèche, pour ma paroisse, mais l'arbitrage institutionnel a cet avantage que les parties auront à leur disposition un secrétariat qualifié qui pourront faire le lien entre eux, les arbitres, et suivre tous les délais et s'assurer que les délais sont bien respectés. Un autre avantage que je vois dans l'arbitrage institutionnel, c'est notamment que dans le cas d'un arbitrage ad hoc, qui va être lié au compromis ou à ce qui a été convenu entre les parties, on ne peut toujours pas tout prévoir, il y a toujours des imprévus.
Et l'un des avantages de l'arbitrage institutionnel, c'est sans doute également de prévoir un certain nombre de règles dans l'hypothèse où les parties n'auraient pas prévu un certain nombre d'événements qui va permettre de régler le problème quand même on n'aurait pas pensé à tout. Et de votre expérience, je pense que l'arbitrage institutionnel est largement majoritaire, vous confirmez? Je le suppose. Alors, le problème, dans le monde de l'arbitrage, il y a un problème de statistique. C'est que les centres d'arbitrage, d'habitude, nous disent, communiquent aux parties quel est le nombre d'arbitrages qu'ils ont. Mais les arbitrages ad hoc, on ne sait pas ce qui se passe. Enfin, l'arbitrage se déroule, mais on n'a pas de registre centralisé de combien d'arbitrages ad hoc existent. Mais on le suppose que c'est de plus en plus institutionnalisé dans la mesure où les parties veulent avoir une bonne prévisibilité de leur procédure d'arbitrage. L'arbitrage ad hoc qui me vient à l'esprit, qui était très connu, c'était notamment l'arbitrage dans l'affaire Tapie, qui était l'exemple même d'arbitrage ad hoc. On reviendra peut-être sur cet exemple-là dans le oui, ça reviendra. Ça reviendra, très bien. Bon, maintenant que nous avons présenté ce qu'est l'arbitrage, on va insister maintenant sur pourquoi a-t-on recours à l'arbitrage, parce qu'on pourrait se demander pourquoi peut-on avoir des arbitres, il faut les rémunérer, alors qu'on a des juridictions nationales qui sont là et en principe gratuites. Donc, on vous écoute, Nicolina. C'est exact. Tout d'abord, c'est une procédure beaucoup plus rapide que celle qu'on peut retrouver devant les juridictions nationales. Je sais qu'il y a un grand débat sur la question de la rapidité de la procédure arbitrale par rapport aux procédures nationales. Cependant, ce débat est né de quelques grosses affaires d'arbitrage qui sont nées dans les années 90, 2000 et qui, pour certaines, durent encore parce qu'elles sont extrêmement complexes. Mais ce sont plutôt des contre-exemples de la rapidité que peut apporter le processus arbitral. D'une part, et d'autre part, depuis à peu près 5 ans, il y a un mouvement auprès des institutions d'arbitrage à introduire des procédures simplifiées. Donc, à côté du corpus classique des règles de procédure, ils mettent en place des procédures plus simplifiées, c'est-à-dire les délais sont beaucoup plus rapprochés. Il n'y a pas besoin de signer un acte d'émission entre les parties et l'arbitre. Il y a une obligation de rendre des sentences dans des délais normalement encore moins que 6 mois. Donc, voilà, toutes les institutions d'arbitrage entendent la question de la rapidité et la mettent en place. Ensuite, c'est un processus confidentiel. La confidentialité est plutôt une pratique. Pour certaines juridictions, c'est même un principe juridique. C'est acté. C'est quelque chose que les parties recherchent, donc la confidentialité. Mais attention, confidentialité ne veut pas dire opacité, c'est-à-dire on ne peut pas frauder, contourner certaines dispositions en essayant d'aller à l'arbitrage. Dans ce cas de figure, par exemple, la même affaire Tapie a été... le recours à révision a abouti sur ce fondement-là, sur la fraude qui a été faite à la procédure arbitrale. Et donc, comme je l'avais déjà évoqué, c'est une procédure plutôt flexible. Je sais que j'avais mentionné le règlement d'arbitrage des institutions qui est donné, qui est comme ça, mais à chaque étape, les arbitres s'entendent avec les parties. Dans l'acte de mission, on peut bien moduler les délais, etc. On a la possibilité de choisir les arbitres. Donc, s'il y a un tribunal à 3 arbitres, chaque partie nomme le sien et ils sont approuvés par le conseil d'arbitrage dans notre cas de figure ou par la cour d'arbitrage pour la CCI. Ça permet aussi notamment de choisir par exemple des experts de la matière qui va être tranché. Oui. On peut imaginer que dans des sujets particulièrement techniques comme la construction ou la matière financière qu'on examine précisément dans cette présentation, exactement, ça peut être très utile d'avoir des spécialistes en dehors de l'aspect purement juridique pour aider à trancher le litige. Exactement, et d'ailleurs on l'a évoqué un tout petit peu avant de commencer notre présentation avec Nicolas. C'est quelque chose de très apprécié par les parties, d'avoir quelqu'un dans le tribunal arbitral qui connaît la matière. Pas que l'arbitrage en soi en tant que procédure, mais qui connaît le fond. Et la flexibilité réside aussi dans le fait qu'on puisse choisir tant la loi applicable à la procédure même,
que, bien évidemment, vous êtes tous juristes, la loi applicable au fond, au contrat, et les dissocier et choisir ce qui est plus convenable pour la transaction particulière. Ensuite, un autre avantage de l'arbitrage est qu'on obtient à la fin une sentence arbitrale qui est reconnue qui est susceptible d'être reconnue dans 168 États grâce à la Convention de New York qui a été signée en 1958. C'est quelque chose qui présente un avantage par rapport au jugement parce qu'il circule, par exemple, nous, en Union européenne, on a le règlement de Bruxelles 1 bis sur la circulation des jugements. Il est limité à l'Europe, mais dès qu'on sort de l'Union européenne, on a ce mécanisme, on a l'arbitrage et la Convention de New York qui permettent la circulation des jugements. Alors, je me permets de rebondir là-dessus parce qu'il y a un point particulièrement intéressant. Malheureusement, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, donc l'utilisation de la Convention de Bruxelles est plus problématique avec le Royaume-Uni. Est-ce que, à votre avis, c'est un argument qui va militer pour l'arbitrage, notamment dans les litiges soumis au droit anglais et notamment avec des contreparties situées au Royaume-Uni, pour avoir une procédure d'exécution aussi efficace que celle qu'on aurait eue si la Convention de le règlement de Bruxelles maintenant avait continué à s'appliquer? J'espère, certainement, dans la mesure où oui, on n'aura plus, si on décide de faire le litige, de soumettre le litige au juge anglais, on n'aura plus le bénéfice du règlement 1 bis. Et du coup, c'est une opportunité pour l'arbitrage pour asseoir un tout petit peu et pour faire valoir ses avantages et justement de soumettre, d'avoir une sentence qui pourra circuler beaucoup plus facilement. Alors justement, la question qui me vient à l'esprit, c'est que c'est souvent un point qui est discuté quand on discute des clauses d'arbitrage, ça va être quel va être le siège de l'arbitrage. Donc, quelle est l'importance du choix du siège? Alors, vous connaissez tous les sièges les plus importants, donc Paris, Londres, Bruxelles, on espère Luxembourg bientôt, New York aussi, des fois, surtout dans les transactions bancaires, on essaye d'avoir des sièges à New York. Et avant de choisir son siège arbitral, il faudrait regarder plusieurs aspects. Il y a un aspect juridique, un autre pratique. Pour ce qui concerne l'aspect juridique, le siège crée un lien juridique entre la procédure arbitrale et une juridiction nationale. Et donc, ça permet aux parties d'avoir recours à ce qu'on appelle un juge d'appui, c'est le juge national, pour, d'une part, obtenir des mesures provisoires s'ils le souhaitent, et d'autre part, pour résoudre des problèmes ponctuels qui puissent survenir dans le cadre de la procédure arbitrale, c'est-à-dire s'il y a des désaccords sur la constitution du tribunal arbitral, si on veut récuser un arbitre. Ensuite, c'est aussi le juge de l'annulation de la sentence qui pourrait advenir. Au cas où une des parties considère que l'arbitrage la sentence aurait été obtenue en violation de l'ordre public ou par fraude. Voilà. Il y a d'autres cas d'ouverture de recours à l'annulation. On discutera par la suite, tout à fait, c'est un point important. Oui. Et puis, justement, il faut choisir, bien évidemment, un siège qui rentre dans la Convention de New York, dans le champ d'application de la Convention de New York, même si il est très peu probable qu'on puisse choisir quelque chose qui ne le soit pas, elle est tellement étendue. Et puis, de point de vue purement pratique, c'est intéressant de choisir un siège qui est neutre par rapport aux parties en cause. Par exemple, je donne souvent l'exemple, certains d'entre vous vont rire, mais je viens de Moldavie. Disons qu'une société moldave conclut un contrat avec une grande société américaine. Ce sera difficile de convaincre les deux parties d'aller soit en Moldavie, soit aux États-Unis ou en Angleterre, disons. Et donc, ça serait peut-être plus avantageux de venir à Luxembourg. Aussi, de façon pratique, il faut choisir un siège qui permet de tenir des audiences facilement, avoir des traducteurs à disposition,
pouvoir voyager facilement, des questions de visa également. Voilà. Très bien. Une fois qu'on a dit tout cela, en pratique, comment on recourt à l'arbitrage? Donc, il faudrait tout d'abord qu'on se mette d'accord. Comme je l'avais dit en introduction, les parties doivent conclure soit une convention d'arbitrage, soit introduire dans leur contrat principal une clause compromissoire. Donc là, ici, je vous ai donné l'exemple d'une clause compromissoire type de la Chambre de commerce de Luxembourg. On se met d'accord, qu'on se met tous les différents à être tranché définitivement suivant le règlement d'arbitrage du centre de la Chambre de commerce. Et par un ou plusieurs arbitres, on peut choisir d'emblée si c'est un ou trois. Si rien n'est choisi, par défaut à la Chambre de commerce, on aura un arbitre. Et c'est intéressant aussi de choisir, de nommer déjà dans la clause compromissoire le siège d'arbitrage, selon les critères que je vous ai indiqués tout à l'heure. Puis, il faut un litige. Donc, et puis, les parties, l'avocat des parties peut décider, s'il recommande d'aller à l'arbitrage, il peut décider d'introduire une requête ou une demande d'arbitrage auprès du centre d'arbitrage. Selon les centres, on envoie la requête soit au centre, soit à la partie adverse directement. Chez nous, le centre d'arbitrage de la Chambre de commerce de Luxembourg reçoit la requête, elle la notifie, la secrétaire du centre la notifie à la partie adverse. Nous nous occupons vraiment du suivi des notifications nous-mêmes. Alors, ça me permet de rebondir parce que la clause compromissoire, c'est bien beau, mais le problème, la question qu'on se pose tous, c'est que va-t-il se passer en cas de nullité du contrat? Parce que, par définition, un certain nombre de litiges vont reposer sur un contrat qui est nul. Et donc, malgré tout, les parties ont choisi un mode de règlement de litige dans le contrat et elles ne souhaitent pas que ce litige, qui a trait à la nullité du contrat, soit porté devant les juridictions. Est-ce qu'on est protégé contre ce type de risque où la clause d'arbitrage serait considérée comme nulle car le contrat qui l'inclut est lui-même nul? Alors, il y a un grand principe, merci, c'est une super bonne question. Il y a un grand principe en arbitrage, c'est celui de l'autonomie de la clause compromissoire par rapport au contrat principal. C'est-à-dire que le fait que le contrat principal soit considéré comme étant nul ou non valide pour une quelconque cause que ce soit, ne veut pas dire que la clause compromissoire le sera, elle, automatiquement nulle. Donc, en droit français, carrément, il y a une règle matérielle qui dit que la clause compromissoire est valide par principe. Et vice-versa, juste parce qu'une clause compromissoire n'est pas valide, ça ne veut pas dire, bien évidemment, que le contrat soit considéré comme étant nul. Une autre chose à retenir, c'est que les causes de nullité des clauses compromissoires sont assez limitées. Donc, il faut une contrariété à l'ordre public, une violation de la police, un problème de capacité de compromettre des parties, c'est-à-dire... Et là, je rebondis parce que c'est un sujet particulièrement intéressant qu'on a abordé quand on a préparé cette présentation. Cette question des capacités à compromettre, elle se pose notamment quand on a des arbitrages potentiels avec des souverains, des États, où il y a parfois une procédure à respecter. Et c'est vrai que mon expérience, c'est que parfois les juristes ne vérifient pas suffisamment ce point, qui est pourtant fondamental, puisqu'on ne va pas vouloir que l'État en question puisse exciper de la compétence de l'arbitrage et de la clause compromissoire en disant que la procédure n'a pas été respectée. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments là-dessus? Oui, donc pour les juristes qui s'en occupent, ça serait très important, d'une part, de vérifier la loi du pays duquel vient cette partie, c'est-à-dire vérifier si elle peut vraiment compromettre. D'autre part, cela ne pose pas forcément obstacle à ce qu'une entité publique signe des clauses d'arbitrage, même des États. Donc, souvent, les États sont représentés par leurs organes. Et on a souvent, en arbitrage, on a souvent des litiges impliquant des États et des parties publiques.
si on revient à l'affaire Tapie, comme vous l'avez dit, dans ce cas de figure, la clause a été signée entre, c'était une convention d'arbitrage d'ailleurs, c'était pas un compromis, a été signée entre Bernard Tapie et l'organe qui avait repris les dettes du Crédit Lyonnais et de l'État en espèces. Et l'autorisation devait être donnée par Madame la ministre de l'économie à l'époque, Lagarde. Et donc, il y avait un pendant des litiges qui ont suivi la procédure arbitrale, le procès d'arbitrage Tapie, portait sur la question de savoir si cet organe-là avait la possibilité de recourir à l'arbitrage. En l'occurrence, si. Oui, pardon, mais pour moi, c'est quelque chose à tenir en compte et à réfléchir avant de faire signer les contrats. C'est un très bon point. Merci sur ce point. La question qui vient aussi souvent en matière d'arbitrage, c'est la possibilité de faire un appel d'une sentence arbitrale. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai moi-même à négocier, où certaines parties sont souvent veulent être certaines qu'il n'y aura aucune possibilité de recours par rapport à la décision arbitrale. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Il y a deux choses avant de répondre. Il faudrait distinguer entre l'appel et le recours en annulation. Alors, l'appel, il se forme devant un autre tribunal arbitral. Donc, il faut reformer un autre tribunal arbitral, il faut rejuger l'affaire devant ce tribunal arbitral. Et c'est hyper contraignant. En pratique, ça arrive très rarement. Et d'ailleurs, la plupart des règlements d'institution d'arbitrage l'excluent. Ce qui veut dire que les parties peuvent l'exclure. Et donc, les règlements, il faut savoir, le règlement d'arbitrage, il est considéré comme faisant partie de l'accord des parties au moment où de la clause compromissoire, au moment où elles se mettent d'accord. Et donc, de ce fait, il y a très peu d'appels d'une sentence arbitrale. Par contre, justement, le recours à annulation, il est toujours possible. Il y a eu une tentative faite par la Belgique qui a essayé de permettre aux parties d'exclure le recours à annulation et ça s'est retourné vraiment, ça a été très critiqué et la Belgique a très vite remis la législation en état à la suite de ces critiques reçues. Donc, il est possible. Cependant, il faut savoir qu'il ne s'agit pas de rejuger l'affaire. On regarde si la procédure a été respectée, c'est vraiment très limité. Si la convention d'arbitrage a été valablement conclue, s'il n'y a pas une violation de l'ordre public. Voilà. Il y a d'autres critères dans la loi qui sont impliqués, mais c'est des critères majeurs. Donc, on ne rejuge pas. Mais je crois qu'il y a une logique qui peut expliquer tout cela. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a recours à l'arbitrage, c'est un accord entre les parties qui prennent des juges, des arbitres spécialisés en la matière. Et donc, il est difficile de concevoir qu'un autre tribunal arbitral, hormis un cas de fraude, parviendrait, ou un autre tribunal tout court, parviendrait à une meilleure solution que celle qui a été adoptée par les arbitres, qui a été précisément choisie par les parties pour gérer ce type de litige. Donc, on comprend naturellement qu'il n'y ait pas d'appel. D'autre part, ce qui est important aussi en matière d'arbitrage, c'est la rapidité de la procédure. Et on ne veut pas avoir de multiples recours qui viennent pour cela. Après, l'annulation, quand il y a une fraude, une violation de l'ordre public, évidemment, elle doit toujours être possible. C'est très clair. Il y a une autre question qui se pose parce que dans les contentieux complexes, on peut bien sûr avoir une décision sur le fond à terme, mais on a besoin d'avoir des mesures provisoires fréquemment. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui ne va pas à l'encontre de l'arbitrage ou... Il y a deux choses. Donc, d'une part, le fait même qu'on ait conclu une convention d'arbitrage n'exclut pas la possibilité d'aller chercher des mesures provisoires devant le juge national, dans le cas où on a besoin. Il y a eu des débats là-dessus, même au Luxembourg. On s'était posé la question quelquefois. Ça a été tranché, j'espère, définitivement. Et la solution est que oui, on peut toujours avoir recours au juge national pour demander des mesures conservatoires de protection. Et après, il faut aussi savoir que l'arbitre même peut ordonner des mesures provisoires. Certains règlements d'arbitrage contiennent des procédures dites d'urgence, ou à l'époque ça s'appelait des référés arbitrage, qui permettent aux parties qui,
donc il faut absolument qu'il y ait une convention d'arbitrage entre les parties, de demander des mesures provisoires à l'arbitre même. Alors, l'arbitre est limité dans la panoplie des mesures provisoires qu'il peut ordonner. Il ne peut pas ordonner des saisies. Ça, c'est du monopole du juge national. On a besoin d'une force exécutoire particulière pour ce genre de mesures. Par contre, tout ce qui concerne production de documents, préservation des preuves, peut-être exécution temporaire des obligations du contrat sous-jacent, parce que ça peut causer dommage à la partie demanderesse si le contrat ne continue pas à être exécuté. Des garanties, on peut demander des garanties d'exécution de la sentence arbitrale qui viendra à venir. Voilà. Et donc ça, c'est le problème qu'on a, c'est même quand on veut supposer qu'un tribunal arbitral ordonne des mesures conservatoires de production de documents, ce genre de choses. Le problème, c'est toujours comment on peut exécuter ces décisions. Donc, est-ce qu'on peut bénéficier de la Convention de New York, par exemple, ce type de décision, généralement ou C'est un vrai débat. C'est un vrai débat. Alors, si les arbitres ont la possibilité de choisir la forme de la décision portant sur les mesures provisoires. Donc, ils peuvent choisir de rendre une ordonnance qui, elle, ne circule pas, en principe, ou une sentence arbitrale qui, elle, va circuler. Le désavantage de la sentence arbitrale, c'est que ça peut causer, en fin de compte, à la fin du processus, ça peut causer des problèmes de conflit entre la sentence finale et la sentence arbitrale qui ordonne des mesures provisoires. Alors, pour résoudre ce problème, pour l'instant, le projet de loi luxembourgeois, d'ailleurs, il y a un projet de loi au Luxembourg qui porte réforme du droit de l'arbitrage. Il prévoit que ces mesures provisoires, en tant que telles, elles sont exéquaturables et équitables à Luxembourg. Donc, c'est vraiment du cas par cas. L'arbitre doit mesurer à chaque fois laquelle des deux formes est plus appropriée, sachant que dans certains cas de figure, les parties dans la plupart des cas, les parties vont décider de s'y soumettre et de respecter la décision de l'arbitre pour éviter d'éventuelles, parce que l'arbitre peut donner des astreintes. Et à la fin du processus, ça peut leur coûter très cher. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, en formation au centre d'arbitrage, nous avons des procédures d'urgence. C'est possible d'obtenir des mesures provisoires légales. Parfait. Maintenant, quels sont les types de litiges qui sont soumis à l'arbitrage ? Essentiellement des litiges civils et commerciaux. Vous connaissez aussi des litiges en matière d'investissement. Ce type de litige, d'habitude, il y a des arbitrages, des institutions d'arbitrage qui en connaissent également. Nous, à la Chambre de commerce, nous en connaissons pas. D'autres sont soumis au règlement de litige de la banque World Bank. C'est le CIRDI. Le CIRDI, oui, tout à fait. Exactement. Par contre, certains litiges ne peuvent pas être soumis à l'arbitrage. La règle en droit luxembourgeois, c'est la libre disposition des droits. Mais en pratique, ça exclut le droit de la consommation, le droit pénal et le droit administratif. Et d'ailleurs, actuellement, ils ne sont pas explicitement exclus, mais le droit de la consommation le sera bientôt dans le projet de loi. C'est prévu de l'exclure expressément. En l'état actuel des choses, la théorie est qu'on puisse quand même conclure une convention d'arbitrage après la naissance du litige en matière de consommation, mais ça va disparaître. Très bien. Et donc là, quand on parle de droit de la consommation, moi sur la place de Luxembourg, j'ai toujours en tête toute la problématique de la banque privée, notamment où des gens fortunés viennent gérer leur patrimoine propre. Faire gérer leur patrimoine propre au Luxembourg, notamment. Est-ce que là, on rentre dans un domaine qui est arbitrable, ou pas, ou est-ce qu'on est encore dans le droit de la consommation ? Alors, on peut y rentrer, on y glisse, je dirais, doucement.
dans la mesure où si ce contrat et si la clause est contenue dans un contrat conclu avec une personne privée, il faut faire attention à ce que cette personne ne soit pas qualifiée de consommateur. Actuellement, la Cour de justice de l'Union européenne a une vision assez particulière de la qualification de consommateur, c'est-à-dire cette personne ne doit pas conclure le contrat dans une activité professionnelle. Donc, si c'est dans une activité professionnelle, il n'y a pas de problème, on peut aller à l'arbitrage. Sinon, s'il s'agit d'une personne qui exerce ses droits civils lambda, alors il y a un problème. Une autre manière de voir le problème, c'est que souvent, ces personnes privées, elles font leur investissement à travers des véhicules. Donc, ce sont des sociétés et les sociétés sont commerciales par nature. Et du coup, on retombe dans le champ de l'arbitrage. Tout à fait. Parfait. Et une fois qu'on a dit cela, quand on rentre dans l'objet aussi de cette présentation plus précisément, qui est la matière bancaire et financière, qu'est-ce qu'on peut dire sur les types de litiges qu'on voit en matière bancaire et financière? Alors, je vous ai fait une petite liste, c'est vraiment une panoplie de possibilités en matière bancaire et financière. Je vais faire une introduction en disant que jusque dans les années 95, je crois, la doctrine disait carrément qu'il n'y avait pas d'arbitrage en matière bancaire et financière. Et donc, ça a doucement, le monde financier a doucement compris les avantages de l'arbitrage. Et donc, on voit de l'arbitrage pour des contreparties de marché émergents. Pour les crédits syndiqués, ça se fait beaucoup en Amérique latine. On le voit dans des opérations de gestion d'actifs, de fortune, dans des partnership agreements des sociétés. Voilà, et même dans des produits assez sophistiqués comme des produits dérivés. On a par exemple même des clauses type, la SDA a fait des clauses type arbitrage. Très bien. Et quelle peut être l'utilité de l'arbitrage, particulièrement en matière bancaire et financière? Et ça rappelle un tout petit peu ce que j'avais dit sur l'utilité de l'arbitrage en général. Oui. Et donc, c'est justement la possibilité, une des premières, c'est la possibilité d'avoir des arbitres qui connaissent bien le marché. Et surtout ici à Luxembourg, on a un pool de praticiens du droit bancaire et financier énorme. Vous êtes la preuve de cela que c'est le cas. Et donc, on peut nommer... alors, on n'est pas obligé de nommer des juristes, forcément. Ça peut être juste quelqu'un qui travaille dans le domaine. On n'est pas non plus obligé de nommer des juges. D'ailleurs, au Luxembourg, on peut nommer des juges, mais pas en France. Enfin, c'est au Luxembourg, on peut nommer des juges, ça. Ouais, okay. Exactement. Donc ça, c'est un des premiers avantages. Le deuxième, c'est la neutralité du siège et du tribunal arbitral. Donc, on peut, à travers l'arbitrage, concentrer tous les litiges liés à une opération financière dans le même pays, donc devant la même institution. Et puis, ça présente une grande possibilité et prévisibilité surtout pour les parties institutionnelles, dans la mesure où on peut prévoir quelles sont les règles applicables au fond, à la procédure. On peut prévoir la qualité des arbitres et on peut même prévoir combien coûtera l'arbitrage parce que chaque institution d'arbitrage a des barèmes de coûts. Après, pour le coût même des avocats, ça dépend. Les litiges devant les juges nationaux ont un coût également. Donc, parce que surtout le temps a un coût. Oui, exactement. Et quels sont les principaux défis en matière bancaire et financière posés par l'arbitrage, évidemment. Oui, justement. Il y a l'aléa du recours en annulation. Donc, même si on a la Convention de New York qui unifie, entre guillemets, les causes de recours en annulation, il n'est pas exclu que d'un pays à l'autre, on ait des jurisprudences différentes et que, en fonction de la jurisprudence locale, on puisse admettre plus facilement une cause d'annulation qu'une autre.
Le deuxième, c'est justement, il faut vraiment faire attention dans les contrats qu'on conclut si la partie adverse, que la partie adverse ne soit pas consommatrice. Et puis, alors j'avais mis la confidentialité à l'origine comme un avantage, mais ça peut aussi être un défi dans la mesure où la plupart des parties institutionnelles ont des obligations de transparence et de reporting. Donc, la confidentialité peut venir poser souci, mais c'est contournable dans la mesure où les parties peuvent se mettre d'accord de rendre la décision publique ou de la publier en l'anonymisant. Donc, la plupart des institutions d'arbitrage publient des sentences arbitrales avec l'accord des parties qui sont anonymisées. Donc, et donc, les institutions peuvent avoir accès quand même à une jurisprudence sur des questions de droit bancaire et financier assez précises. Tout à fait. Il y a un point qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est parce que quand on est en matière bancaire et financière, notre priorité, c'est le risque de faillite de notre contrepartie. Hein, c'est quelque chose qu'on regarde attentivement. Et donc, comment l'arbitrage va-t-il se concilier avec la procédure collective éventuelle de la contrepartie de l'établissement financier, par exemple? Est-ce que ce n'est pas un problème pour l'arbitrage? Alors, c'est un problème autant pour l'arbitrage que pour les juges nationaux. On a, dans la mesure où l'arbitrage peut-être un tout petit peu plus. Quand on conclut une convention d'arbitrage, elle n'a pas d'effet à l'égard des parties tierces. Donc, par défaut, elle n'a pas d'effet à l'égard des débiteurs, d'autres créanciers. Et du coup, les pouvoirs de l'arbitre sera limité forcément par ce principe-là. Et d'autre part, tant en arbitrage que devant les juges nationaux, on a le principe de la suspension des poursuites individuelles. Donc, un arbitre ne pourra pas se prononcer sur l'ouverture d'une procédure collective, c'est reçu. Après, certains auteurs disent que dans certains cas, l'arbitre peut quand même continuer ou statuer sur la question de savoir si une créance existe ou pas, mais il ne peut pas condamner qui que ce soit à la cité. Il y a des exceptions quand même. Juste l'existence de la procédure collective ne dit pas qu'il n'y a pas d'arbitrage du tout. Il se peut que la société mise en faillite ait des créances elle-même et qu'elle veuille poursuivre ses débiteurs à elle. Donc ça, c'est toujours possible. Elle peut toujours conclure une convention d'arbitrage ou une clause d'arbitrage avec ses débiteurs à elle ou une autre partie. Parce qu'elle sera représentée par son curateur, liquidateur, etc. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, c'est pas tellement que l'arbitrage a un problème avec les procédures collectives, c'est que l'arbitrage ne va pas permettre de contourner les aléas habituels que l'on rencontre en matière de procédure collective. Je dirais que non. Et de ce point de vue, ça a quand même ça a un sens dans la mesure où on veut gérer le problème d'une société mise en faillite de façon concentrée et centralisée. Et c'est peut-être mieux de le donner au juge. Une fois qu'on a parlé des procédures collectives, vous le savez, il y a un autre point qui est absolument fondamental dans le domaine bancaire et financier, c'est les sûretés. Et donc, comment peut-on utiliser l'arbitrage dans le contexte de sûreté? Moi, je le vois très très bien sur ce qu'on appelle des sûretés personnelles, c'est-à-dire des cautionnements, des garanties, où on est pleinement dans les faits relatifs et l'opposabilité au tiers est assez peu importante. Je le vois beaucoup moins dans les sûretés dites réelles, des hypothèques, des gages sur actifs, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Vous avez la très bonne intuition, justement. Pour les garanties, c'est la question de l'effet relatif des contrats et de la clause compromissoire revient. Dans la mesure où il faut faire attention à ce que les garants soient eux aussi liés par une clause compromissoire. Donc, si on a, je sais que dans le domaine bancaire et financier, on a souvent des contrats assez complexes avec des contrats accessoires, etc., avec des garanties. Et donc, il faudrait faire attention à ce que tous ces contrats se répondent, entre guillemets, et pour certains, qui reprennent carrément et qui fassent référence à la clause arbitrale contenue dans le contrat principal. Sinon, on a un possible problème qu'on ne puisse pas attraire le garant dans la même procédure ou le poursuivre tout court.
Dans certains pays, il est possible d'éteindre la clause compromissoire du contrat principal au garant, mais c'est plus difficile en France et je crains que le juge luxembourgeois ne suive la jurisprudence française. Et donc, il faut faire attention à ce que tous les contrats contiennent des clauses compromissoires. Et même dans ce cas de figure, si on décide de poursuivre le garant, il fera l'objet d'une procédure arbitrale séparée par rapport à la procédure arbitrale qui sera introduite contre le co-contractant principal. Donc, à ce moment-là, le monde arbitral trouve des solutions, toujours, et les arbitres peuvent décider de joindre les deux affaires. Et est-ce qu'on peut le mettre préalablement dans la clause compromissoire, par exemple? Tout le monde accepte d'ores et déjà que s'il y a un litige. Je crois que ça pourrait être acceptable et on pourrait d'ores et déjà introduire une procédure arbitrale contre toutes les personnes. Surtout si la garantie, si le contrat de garantie fait expressément référence à la cause d'arbitrage. Parfait. Alors, est-ce qu'il y a des institutions, des règles spécifiques en matière bancaire et financière en termes d'arbitrage Alors, non. Il y a, à ma connaissance, il n'y a qu'un centre d'arbitrage qui a trait au monde financier, ça s'appelle Prime Finance. Cependant, cela ne veut pas forcément dire qu'il y ait besoin de règles spécifiques pour les procédures, pour la matière bancaire. Et la doctrine, c'est pas, et c'est même pas mon opinion moi, personnelle. Il y a aussi il y a des juristes de droit bancaire français qui sont penchés sur la question. Et selon eux, il n'y a pas forcément besoin de règles spécifiques. Ce qui importe dans tout règlement d'arbitrage, c'est que les règles soient prévisibles, que la procédure respecte l'état de droit. Voilà, c'est à peu près, et que ce soit efficace. Et puis surtout, qu'on soit dans un centre qui a une vraie expertise en matière financière. Donc, ça me permet de faire de la transition, puisque le Luxembourg est une place financière européenne importante. Et donc, ça me permet de vous poser la question, quel est l'avantage de l'arbitrage au Luxembourg? Il y en a plusieurs. Donc, tout d'abord, on a un cadre législatif qui est plutôt favorable à l'arbitrage. Même si notre code actuel il date un peu, la dernière réforme elle date de 80, mais même avec cette législation-là, la jurisprudence luxembourgeoise est plutôt favorable à l'arbitrage. On a un projet de loi en cours qui a été mis en place par un think tank qui contenait des académiciens et des juristes et des avocats de la place du Luxembourg. Elle a été introduite en 2020. On espère que le gouvernement va faire porter à bout cette réforme. Et c'est une réforme qui a été inspirée du droit français, belge et de la loi type CNUTI. CNUTI est une entité qui propose des lois types et en espèce, on a un modèle pour les lois d'arbitrage. Elles sont suivies. Par exemple, la Belgique elle-même, elle est basée sur la CNUTI et beaucoup de pays émergents se basent sur cette loi type pour réformer leur droit de l'arbitrage. Puis le Luxembourg est neutre, géographiquement et politiquement parlant, est au cœur de l'Europe, est facilement accessible. Ça peut envoyer un message de neutralité aux contreparties qui sont localisées dans des pays différents. Et puis, c'est un pays qui dispose d'un pool d'arbitres assez intéressant parce que d'une part, on connaît bien le monde bancaire et financier, d'autre part, on est presque tous multiculturels, vous-même vous êtes français, moi je suis d'origine moldave et multilingue. On peut régler des litiges en allemand, en français, en anglais et quoi d'autre, en russe si c'est possible. Et puis, oui, encore, il y a des avantages logistiques non négligeables. On est
au centre de l'Europe. On a des disponibilités pour tenir des audiences de plaidoirie assez facilement. On a des centres de conférences. Ici, à la Chambre de commerce, on a des belles salles d'audience avec des boutiques de traducteurs, etc. etc. Et puis, juste de façon très banale, on a des beaux hôtels, on a tout le cadre nécessaire pour accueillir. Voilà. L'arbitrage. Tout à fait. Et plus particulièrement, donc, parce que c'est aussi l'idée de cette présentation, c'est de permettre de présenter le Luxembourg Arbitration Center. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, je suis ravie de vous le présenter. Donc, il a été créé en 1987. On est relativement jeune par rapport à d'autres centres d'arbitrage. Je crois que la CCI, elle date des années 20 encore. Je parle sous le contrôle d'autres personnes qui m'entendent. N'hésitez pas à me corriger. Et on est à l'heure actuelle l'unique centre d'arbitrage à Luxembourg. Et historiquement parlant, on a des liens avec la Chambre de commerce internationale de Paris. Et notre règlement est basé sur leur règlement. Des fois, on sont des parties, mais on suit vraiment leurs pratiques. On est très attentif à leurs pratiques, à leurs innovations. Juste pour vous donner quelques petits chiffres, la plupart, tous nos litiges sont de nature commerciale par la force des choses. La plupart de nos litiges sont de nature internationale. On a vu qu'il y a une augmentation des litiges qui nous ont été soumis dans ces dernières années, ce qui contribue à l'argument selon lequel l'arbitrage peut être une chouette place d'arbitrage et elle a de quoi se développer. Notre montant moyen de litige est à peu près 4 millions d'euros, enfin, presque. Alors ça c'est intéressant parce que moi quand je l'ai vu, il y a l'habitude des chiffres. Des gros montants. Je me suis dit que le montant était assez faible. Vous me disiez lorsqu'on préparait cette présentation qu'en fait 3 700 000 euros, c'était un montant en moyen qui était assez important en réalité. Oui, c'est assez important. Bon, la CCI a pour habitude de dire qu'elle a des montants moyens d'à peu près 44 millions, ou je ne sais pas, peut-être même plus. Mais dernièrement, la plupart de ces litiges se tournent à peu près 4 millions d'euros. Donc, c'est ce qui donne comme chiffre moyen, c'est peut-être la moyenne haute, mais c'est vraiment pas mal pour un petit centre comme nous, en fait. Et puis, oui, la plupart de nos dossiers sont confiés à un arbitre unique, et puis on gère des dossiers en anglais, en français, un peu en allemand, là où il y a besoin. Et donc, comme je vous disais, on n'est pas qu'un centre d'arbitrage, on est aussi un centre qui permet de tenir des plaidoiries et des audiences, et des auditions de témoins. On a toute la logistique nécessaire. Voilà, vous nous voyez actuellement, on communique via Teams et des connexions Internet. La plupart de nos salles sont équipées. Voilà, vous avez tout l'accueil de la Chambre de commerce avec et on peut organiser également des petites salles de réunion pour le tribunal arbitral et les avocats de chacune des parties. Possibilité de se restaurer également sans souci. Voilà. Juste de manière assez pragmatique, le centre est organisé en 2 entités. On a le secrétariat et le conseil d'arbitrage. Je fais partie du secrétariat et donc nous gérons, nous occupons de la gestion quotidienne du centre. On veille à la bonne application du règlement, on assiste les parties, on fait le lien entre les parties, le tribunal et le conseil d'arbitrage. Donc justement, le conseil lui-même, il prend des décisions un peu plus complexes. Donc la nomination des arbitres, il prend des décisions sur les récusations des arbitres. Et il se peut qu'une des parties ne soit pas contente avec l'arbitre nommé, et donc il décide de le récuser pour X, Y raison. Ça peut être sa perçue partialité ou indépendance. Donc il y a des discussions et des décisions importantes à prendre. Et puis, le conseil approuve les projets de sentence. Nous sommes un peu moins militants sur la revue des sentences arbitrales. Certains centres d'arbitrage
revoit la sentence au fond, nous sommes un peu plus formalistes. On s'assure que les arbitres aient répondu à toutes les demandes et que certaines formes soient respectées et qu'elles soient signées, etc. Mais on est moins militant que d'autres institutions d'arbitrage. Puis justement, sur la composition même de ces deux entités, donc vous voyez, dans le secrétariat, il est présidé par Madame Anne-Sophie Thyssen, qui est secrétaire générale. Elle est aussi directrice du département juridique de la Chambre de commerce. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement compétent. Elle a une expérience en arbitrage très large, je crois, 15-20 ans. Si Anne-Sophie m'entend, je ne veux pas la vieillir, hein, justement, donc il faudra qu'elle me corrige. Et puis Michael Sibilia qui est là depuis 8 ans à peu près. Et moi qui suis arrivée à la Chambre de commerce il y a 1 an et demi à peu près. Et je m'occupe de la promotion du centre vers l'extérieur. Et pour le conseil d'arbitrage, il est présidé par Raymond Chadec, que certains d'entre vous connaîtraient. C'est un homme d'affaires important ici à Luxembourg. Il est aussi président du comité national luxembourgeois de la CCI. Donc, rentrent également dans son conseil d'arbitrage de par leur titre, en fait. Maître Valérie Dupont, qui est bâtonnière de l'Ordre des avocats de Luxembourg. Monsieur Carlo Tellen, qui est directeur général de la Chambre de commerce. Madame Christiane Chadoff, qui est présidente du Conseil des instituts des réviseurs et d'entreprise, et Monsieur Martil, qui est juge, qui est également membre du Luxembourgeois de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI. Donc, vous revoyez le lien qu'on a encore avec la CCI. Donc, ce sont des personnes qui connaissent très très bien le marché luxembourgeois et qui sont très sensibles à ce que les décisions soient prises de manière impartiale à chaque fois. Et je ne veux pas vous parler du sens sans vous parler du règlement d'arbitrage. Sûr. Donc, il a été revu en janvier 2020 et l'objectif était d'accroître son efficacité et justement d'inclure certaines certaines règles. Mon travail quotidien est en anglais, donc je vous prie de m'excuser. Donc, certaines règles qui sont inspirées, qui sont inspirées de la pratique de l'arbitrage autour de nous. Et on essaie d'incorporer dans notre règlement des innovations et des préoccupations actuelles de l'arbitrage. Donc, comme j'avais dit, il a été introduit au 1er janvier 2020 et s'applique aux procédures d'arbitrage introduites après cette date. Et parmi les innovations, donc on a justement cette procédure de mesure d'urgence qui permet de nommer un arbitre dans les 2 jours de la saisine du secrétariat. Et l'arbitre, il est obligé de rendre une décision au plus tard dans les 15 jours à compter de la transmission du dossier. Et c'est une procédure qui a évidemment son coût, il est à 18 000 €. Mais pour comparer un tout petit peu avec la procédure des référés luxembourgeoises, la rapidité, elle vaut bien son coup. J'espère que tout le monde l'appréciera. Et une autre innovation de ce règlement, de la mouture 2020 du règlement, ce sont les règles relatives à la procédure simplifiée. Donc, elle s'applique pour des montants en dessous d'1 million €. Et il faut que la convention d'arbitrage ait été conclue après le 1er janvier 2020. Mais les parties peuvent décider, même après la conclusion de leur convention, même au moment de l'introduction de leur demande, elles peuvent décider de recourir à cette procédure simplifiée. Juste quelques caractéristiques de cette procédure. Elle se fait par arbitre unique. Elle est beaucoup plus rapide. Donc, par exemple, après la soumission de la réponse, l'arbitre il peut autoriser les parties à ne soumettre qu'un seul corps de conclusion. Et puis, c'est plutôt rapide. Et il y a une déduction de 20% sur les honoraires des arbitres. Je pourrais vous expliquer un tout petit peu là. Ah oui, justement.
c'est mon prochain, c'est le sujet de mon prochain slide, c'est le coût. Donc, nous avons décidé également de rendre plus transparentes les critères selon lesquels, plus transparents les critères selon lesquels nous établissons les frais. Et donc, cela dépend des montants en litige, donc ça fait l'objet de la première colonne, et puis du nombre d'arbitres. Donc, en fonction, donc s'il s'agit d'un arbitre, les frais, les honoraires des arbitres sont moins élevés. Et puis il y a aussi une partie des frais qui concerne le centre d'arbitrage même, ce sont des frais administratifs du centre. Mais pour des dossiers qui vont au-delà de 50 millions d'euros, nous établissons vraiment au cas par cas le coût de la procédure. Alors, le coût de la procédure, il est déterminé avant le début du litige ou c'est à la fin du litige en fonction du temps que ça aura pris, etc. C'est une très bonne question. Donc, nous le déterminons une fois que les parties aient répondu au moins une fois chacune. Donc, on a la requête d'arbitrage, c'est déjà c'est un écrit, il contient les demandes et sont chiffrés. Et puis, il y a la réponse. Et s'il y a des demandes reconventionnelles dans la réponse, nous ajoutons le montant des demandes initiales, des demandes de la demanderesse, au montant des demandes reconventionnelles des parties. Et donc, les parties, donc, par exemple... Et c'est à ce moment-là qu'on l'établit. Vous établissez le coût. Donc, par exemple, vous avez un litige qui est entre 1 million et 5 millions d'euros, 3 arbitres. Donc, vous allez devoir déterminer un prix qui va être entre 60 000 euros et 150 000 euros. Exactement. Plus les frais du centre d'arbitrage, bien sûr. Donc, les parties reçoivent, on leur dit, c'est 130 000. Les parties, de par la convention d'arbitrage, sont obligées d'accepter les frais en question. Oui, malheureusement. Et donc, dans un premier temps, les parties payent chacune par moitié. S'il y a deux demandeurs, on le repartage encore en deux. Si la partie adverse décide d'être récalcitrante et de ne pas payer ou dit ne pas pouvoir payer, il est possible de déterminer des provisions proportionnées au montant des demandes, voire dans certains cas, la partie demanderesse décide de payer tout ou la partie défenderesse décide de payer tout pour faire avancer la procédure. Et il faut savoir aussi qu'à la fin du processus, un arbitrage, les parties gagnantes peuvent demander à ce qu'on leur alloue l'entièreté des frais d'arbitrage. Donc, c'est plutôt intéressant. Je crois qu'en droit luxembourgeois, il y a encore des débats sur la répétibilité des honoraires d'avocat. Donc, en arbitrage, c'est beaucoup plus courant d'allouer des dommages à intérêt pour les frais de procédure encourus à la partie gagnante. D'accord, mais quand même une question très pratique, mais oui. Qu'est-ce qui va assurer que vous n'allez pas choisir le montant qui est dans la fourchette haute? Parce que finalement, votre intérêt, c'est de choisir la fourchette haute pour les litiges en question. Comment rassurer vos clients potentiels sur le fait que vous allez avoir une appréciation objective sur l'estimation des coûts en question? On examine vraiment les demandes et on se pose la question de la complexité des dossiers. Sachant que vraiment les fourchettes qu'on a, elles portent uniquement sur les honoraires des arbitres. Donc il faut que nous aussi on convainque les arbitres qui sont nommés par la suite de vouloir accepter la mission. Bien sûr. Donc vraiment c'est une analyse au cas par cas. On se demande si le dossier en vaut la peine, en vaut le temps que l'arbitre va passer dessus pour résoudre le litige. Donc s'il est un peu plus complexe, on va dans la tranche haute. Et ça peut avoir aussi un lien avec la réputation de l'arbitre en question. On peut penser qu'il y a des arbitres qui sont beaucoup plus chers que d'autres. Vraiment, oui. Aussi également. D'accord. Je sais que voilà, le prix peut paraître haut, c'est assez élevé, mais je trouve que par rapport aux avantages qu'on vous a présentés jusqu'à présent, ça en vaut vraiment la peine. Voilà, il s'agit d'un processus qui est juridique. Ce n'est pas non plus un processus qui est extrait du monde juridique et qui s'encadre dans le respect des droits des parties et le respect du contradictoire également. Très bien, merci. Je pense qu'on peut... moi, quelque part, je trouve que cette transparence
c'est une très bonne chose. Au moins, on a une idée du coût de l'arbitrage concrètement. Et je crois que j'ai assisté à plusieurs présentations sur l'arbitrage. Là, au moins, elle est très, très claire là-dessus. Je pense que c'est un point. Et d'ailleurs, oui, pour l'instant, notre grille se présente comme ça, mais on aura sur le site un cost calculator qui permettra aux parties de juste d'introduire les montants du litige. Il faudrait rajouter à ça d'éventuelles le montant d'éventuelles demandes reconventionnelles, mais et pourrait voir un peu à l'avance combien le processus va leur coûter. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on a une bonne vision globale de l'arbitrage en matière bancaire et financière et de celui-ci au Luxembourg. Je ne sais pas si on a des questions éventuelles. Oui, on peut voir. Si vous avez des questions et si vous voulez poser des questions pas à voix haute devant votre caméra, n'hésitez pas à lever la main. Pour l'instant, les caméras sont désactivées. Sinon, Anaïs, qui est ma collaboratrice ici au centre d'arbitrage, peut aussi recevoir des questions écrites dans le chat. Donc, n'hésitez pas. Ok. S'il n'y a pas de questions, écoutez, très bien. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, Nicolina. C'était très intéressant. Merci beaucoup pour votre temps, pour avoir préparé cet événement. Puis, j'espère que les membres de la LJB ont pris autant de plaisir qu'on a eu à le présenter. Et on souhaite une bonne après-midi à tout le monde. Et à bientôt pour un prochain événement. Je vous remercie. Merci à la LJB, au conseil d'administration, pour cette belle invitation et cette belle initiative. J'ai été ravie de vous présenter l'arbitrage et le centre d'arbitrage de Luxembourg. Merci pour votre écoute. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On est disponible voilà, je vous ai affiché le lien de notre site internet, cc.lu/arbitration ou arbitration@cc.lu. On est à votre disposition. Merci. Merci. Au revoir.